Le dysfonctionnement érectile, un sujet tabou pour beaucoup d'hommes. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur Yann Nezillet. Yann Nezillet, vous êtes urologue à l'hôpital Foch, vous êtes professeur d'urologie à l'université Paris-Saclay et vous êtes membre de l'AFU. L'AFU, c'est l'Association française d'urologie. Par Skype, le docteur Antoine Fex, vous êtes uro-andrologue et vous êtes également membre de l'AFU. Et notre témoin, qui gentiment a accepté de nous parler aujourd'hui des dysfonctionnements érectiles, notre témoin Jean-Paul, est également avec nous par Skype. Jean-Paul, c'est avec vous qu'on va commencer. Alors, racontez-nous votre histoire et racontez-nous comment le dysfonctionnement érectile s'est installé sournoisement, j'allais dire, dans votre vie. Oui, bonjour. Effectivement, ce dysfonctionnement est quelque chose un peu d'insidieux parce que il vient tout doucement, on s'en aperçoit forcément, mais on n'y prend pas garde et on laisse s'installer une mauvaise idée de soi. Donc, c'est tout un cheminement psychologique parce que c'est quelque chose qui est très traumatisant. Alors, on a toujours toutes les bonnes excuses avec le travail, avec la vie trépidante que l'on peut avoir, mais en fait, ce ne sont que de fausses excuses. Et faire la démarche d'aller consulter est déjà un travail sur soi, parce que c'est pas évident. Donc, parmi les fausses excuses, alors qu'est-ce que vous vous êtes inventé comme fausses excuses? Il y avait quoi? Il y avait l'âge peut-être, non? Il y a l'âge, mais disons que ça se passe autour de 60 ans, donc on n'est pas forcément très vieux. Les fausses excuses, c'est oui, le stress de la vie active, c'est peut-être le trop de travail, la fatigue, peut-être aussi, en ce qui me concerne, la cigarette, puisque j'étais un fumeur. Donc, en fait, c'est quelque chose, et puis peut-être aussi la lassitude, tout simplement. Donc, c'est difficile de cerner le vrai problème, mais on essaye de faire le tour à l'intérieur de soi, sans avoir de réelle solution. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller consulter et qui vous êtes allé consulter en premier? Alors, ce qui m'a décidé, c'est quand même de penser que peut-être en d'autres temps, la sexualité était un sujet plus tabou, peut-être moins important. Aujourd'hui, il me semble que la sexualité fait partie de notre vie, quel que soit notre âge. Et j'ai pris la décision d'aller consulter directement un urologue. Directement un urologue. Vous n'êtes pas passé par la case sexologue? Non, directement un urologue. Et pourquoi directement un urologue? Parce que vous pensiez que c'était un problème fonctionnel plus qu'un problème psychologique? Oui. Oui, oui, je pense que dans mon esprit, c'était plus un problème qu'on m'explique le pourquoi il y avait un dysfonctionnement. Et je pensais plus effectivement à l'aspect fonctionnel. Ok. Alors là, vous allez voir donc un urologue. Comment ça se passe? Ça se passe par un certain nombre de questions qu'il me pose forcément. Et la priorité, c'est quand même de minimiser le phénomène en essayant de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver au niveau technique déjà. Donc, après tout ce questionnaire, j'ai passé une radio ou un scanner avec une injection intracaverneuse de façon à voir si les corps caverneux étaient en bon état ou s'ils étaient en mauvais état. Et alors, vous avez fait ces examens et ensuite, quel traitement on vous a donné? On vous a prescrit des médicaments, on vous a prescrit des injections. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un cheminement, hein? Oui, alors dans un premier temps, ce sont plus des médicaments, donc
C'était le tout début quasiment des fameuses petites pilules bleues. Et on a commencé par un petit dosage avec assez peu de résultats. Donc les mois passent, on a un traitement et on s'aperçoit que c'est pas forcément, on n'a pas de résultat immédiat. Donc on a augmenté le dosage. Sans plus de résultats, on a changé de produit avec des résultats. Je ne dis pas qu'ils étaient nuls, mais disons que c'était des résultats qui ne me convenaient pas, dans la mesure où cette prise de médicaments ne se faisait, aujourd'hui je ne sais pas si ça a changé, la prise de médicaments ne se faisait que, je dirais, sur commande. Donc ces médicaments enlevaient, je dirais, toute la spontanéité et il fallait prévoir. Alors, en ce qui me concerne, il y avait deux choses qui me déplaisaient. La première, c'est qu'il fallait prévoir une action, donc ce n'est pas très sensuel, disons. Et la deuxième action, à l'époque, était aussi le coût, parce que le coût était quand même très élevé, et entre guillemets, il fallait que ça réussisse à chaque fois, parce que ça représentait un budget. Et est-ce qu'il y avait des effets secondaires? Est-ce que vous aviez mal à la tête? Est-ce que vous avez des choses comme ça? Oui, absolument. Donc, Ouais. pour moi, voilà, j'avais l'impression d'avoir les yeux un peu injectés de sang, un mal de tête, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre, ce qui, en fait, a annihilé un petit peu tous les bénéfices mécaniques, étaient supprimés par tout cet aspect qui entourait cette prise de cachet. Et j'avoue que ça ne donnait pas satisfaction. Après, vous êtes passé aux injections, hein, c'est ça? Oui. Je suis passé aux injections. Là aussi, il n'y a pas la spontanéité puisqu'il faut quand même se faire une piqûre. Là aussi, on rencontre un problème de coût élevé avec de bons résultats dans un premier temps et puis qui, au fil des mois et de 2 ou 3 années, les résultats se sont estompés. Alors, les injections, beaucoup d'hommes se posent la question, les injections, d'abord, combien de temps avant la relation sexuelle il faut les faire, et puis est-ce que ça fait mal? Alors, combien de temps? Je dirais que c'est assez rapide. Disons que entre 10 minutes et 20 minutes, on a les effets de l'injection. Par contre, c'est pas douloureux. Voilà. C'est une appréhension, mais une fois que cette appréhension est passée, c'est absolument pas douloureux. Mais alors, que ce soit donc le problème des pilules ou le problème des injections, le problème, outre le coût hein, que vous avez mentionné, qui n'est pas négligeable malgré tout, c'est le problème de la spontanéité. Il n'y a pas de magie hein, dans l'acte, c'est ce que vous nous dites. Et donc, ça vous a amené à la solution dont on parle aujourd'hui. Alors, comment vous avez connu cette solution? Racontez-nous un petit peu le cheminement. Mon cheminement est très simple parce que auparavant, j'ai vu deux urologues en qui j'avais confiance, puisque je m'étais quand même, je confiais à eux, et je leur ai soumis cette idée, donc, de la prothèse pénienne, et les deux ont été catégoriques en je dirais, en m'enlevant mes espoirs. Alors, m'enlever mes espoirs avec des discours qui, aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'ils sont psychologiquement sont pas très bons. À savoir que pour eux, la prothèse pénienne est une sorte de mutilation, puisqu'on va détruire des corps caverneux et cette intervention étant irréversible, ils vous tiennent le sujet en disant que si ça ne marche pas, bon ben, là, il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est de dire, vous savez, il faut quand même essayer d'attendre parce que les progrès de la technologie font que peut-être que dans ce temps, on aura d'autres molécules, d'autres systèmes qui permettront de retrouver une sexualité
convenable. Le temps passant, j'ai cherché sur Internet, je me suis beaucoup renseigné. Il y a quelques vidéos d'opérations en direct qui sont sur la toile. Et il y a peu d'urologues qui pratiquent, enfin, du moins sur Internet, il y en a peu qui pratiquent. Et je suis tombé sur voilà, une clinique à Montpellier où donc le docteur Fex. Je l'ai consulté et il a compris mon problème, je dirais, dans les 5 minutes de la consultation. Il a compris mon problème et il m'a proposé donc, cette solution, sachant que j'avais déjà bien étudié le problème. Alors, on va revenir en détail après sur les aspects techniques hein, des prothèses avec le docteur Fex. Mais vous, alors aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans hein, que vous avez cette prothèse. Alors aujourd'hui, les plus, les moins, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez retrouvé une vie sexuelle épanouie, normale? Est-ce que vous avez retrouvé de la confiance en vous? Comment ça se passe aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, si on fait la balance des plus et des moins, en ce qui me concerne, je n'ai que des plus. Donc, je n'ai absolument aucun moins. J'ai que des plus. C'est-à-dire que j'ai pu retrouver une sexualité normale. J'ai pu retrouver une spontanéité, puisque, bon, je pense que le docteur Fex en parlera mieux que moi, mais on peut, je dirais, avoir une érection en moins d'une minute, donc c'est vraiment très spontané. On garde, et ça c'est très important parce que je crois qu'il y a peut-être un sujet qui est mal interprété, on garde la jouissance, on garde le plaisir, et bon, voilà, on retrouve confiance en soi, moralement, mentalement. Voilà, moi je pense que c'est vraiment, ça m'a permis surtout de retrouver une vie normale. Oui, voilà, c'est important de dire on retrouve une confiance en soi parce qu'on a une érection dont on sait qu'elle ne fera jamais défaut, hein, puisqu'elle est mécanique, elle est commandée par la petite pompe. On va voir ça avec le mécanisme plus tard. Alors, avant d'aller en détail sur cette technique, professeur Yann Nezillet, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du dysfonctionnement érectile? À partir de quel moment un homme sait qu'il a un dysfonctionnement érectile? Alors, il a un dysfonctionnement érectile au moment où sa verge ne va pas suffisamment se rigidifier pour permettre d'avoir un rapport sexuel satisfaisant pour lui. Hein. Il n'y a pas de normes en termes de sexualité, ce n'est pas une question de durée du rapport, une question de qualité de l'orgasme, c'est vraiment une question de rigidité de la verge. Or, la rigidité de la verge, elle dépend des vaisseaux, d'état cardiovasculaire et de l'état des nerfs qui vont déclencher l'érection. Et donc, la santé cardiovasculaire, comme le disait votre invité, est primordiale, c'est-à-dire qu'effectivement, les facteurs de risque de la santé cardiovasculaire et des dysfonctions érectiles sont en grande partie communs. Dysfonctionnement érectile, les hommes ont des pannes parfois. Ça, c'est un dysfonctionnement érectile, c'est quelque chose qui doit nous alerter, ou alors, bon, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Alors, c'est exactement ce que disait votre invité, c'est-à-dire qu'on peut se trouver des excuses, et ce sont des excuses valables. Pour avoir de bonnes érections, il faut qu'il y ait une vasodilatation, c'est-à-dire que le flux sanguin soit augmenté. Si on se stresse, si on a peur de ne pas y arriver, si on a une espèce d'anxiété de performance, eh bien au contraire, l'adrénaline qui est sécrétée par notre organisme vasoconstricte. Donc on a l'effet inverse de celui que l'on désire pour avoir une bonne érection. Donc il est très important déjà de comprendre ce mécanisme pour ne pas se rajouter un facteur d'échec supplémentaire qui fait que l'on va rencontrer des difficultés, une panne sexuelle. Si en dehors de ce contexte, en dehors du stress, en dehors d'autres facteurs qui peuvent se surajouter et aggraver les choses, l'alcool, certains médicaments qui vont ralentir le cœur ou diminuer la pression artérielle et donc gêner la vasodilatation, eh bien dans ces cas-là, effectivement, il est essentiel de consulter parce que ne serait-ce qu'en dehors du problème fonctionnel et purement d'érection, ça peut révéler une maladie cardiovasculaire sous-jacente qui sera justifiée de prendre en charge en parallèle.
Concernant les autres pathologies qui peuvent révéler un problème médical sous-jacent, alors il y a des pathologies cardiovasculaires, on en a parlé, le diabète, hein, c'est ça, l'hypertension. Alors l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, tout ce qui abîme les vaisseaux, hein, les facteurs d'artériosclérose, c'est-à-dire de maladies qui vont rigidifier les vaisseaux et donc diminuer cette capacité de vasodilatation, font que effectivement l'érection va être comme l'angine de poitrine, l'angor, hein, les douleurs angineuses des gens qui souffrent des coronaires. Et bien là, ce sont les vaisseaux de la verge qui vont poser problème et poser des problèmes d'érection. Il y a des hommes qui hésitent à se faire traiter pour leur hypertension artérielle parce qu'ils ont peur justement d'avoir des problèmes d'érection derrière. Ils ont raison ou pas? Alors effectivement, il y a des médicaments qui favorisent les troubles de l'érection. C'est important pour ça d'avoir un dialogue avec le cardiologue pour éventuellement être conseillé vers un urologue de manière à trouver un traitement qui permette justement de concilier les deux. Parce que la qualité de vie sexuelle fait pleinement partie de la qualité de vie en général et que le fait d'avoir une activité sexuelle régulière fait partie des choses qui sont aussi bonnes pour le cœur. Donc il ne faut pas, pour protéger le cœur, défavoriser la qualité de vie sexuelle. C'est toujours un déséquilibre à trouver. Le tabac, hein. Le tabac, bien sûr, hein, comme pour les coronaires, c'est un facteur de risque commun. Et bien évidemment qu'une des premières choses à faire pour améliorer ses érections, c'est, comme pour son cœur, de limiter le tabagisme, de limiter l'exposition aussi à l'alcool, parce que l'alcool, l'éthylisme notamment, en état aigu, hein, après avoir bu beaucoup, avoir une érection, c'est forcément beaucoup plus difficile. Alors vous savez quoi, on est allé voir comment les Français parlent de leur dysfonctionnement érectile. On est allé faire un petit micro-trottoir que je vous propose de visionner maintenant. Je pense que ça va beaucoup dépendre de l'alimentation, de la personne de qui on est en face aussi, c'est très important je pense. Oui, donc pas de problème pour l'instant. Pour l'instant. Je pense que c'est un problème qui peut venir aussi avec l'âge. Arrivé à 80 ans, je pense que c'est plus la même chose. Bon, en fonction de l'âge, oui, bien sûr, hein, ça arrive. Moi, personnellement, enfin, je suis suivi par un urologue parce que, bon, en fonction de l'évolution de la prostate, j'ai pas de problème. Il m'en a parlé la dernière fois, mais sinon, on n'avait jamais abordé le problème. C'est lui qui m'en a parlé, oui. Il m'a demandé si j'étais satisfait de ce qu'on faisait et tout. Ça, rien de particulier, quoi. D'érection? Non. Non, non. Oui. Oui. Bah, je me suis mise toute nue. Non, je plaisante. Non, mais je pense que c'était plus une question de confiance. C'était pas du tout à voir avec enfin, il était très sportif, donc c'était plus une question, je pense, de stress et de confiance. Non, il n'est pas allé consulter. Je pense que plus la relation est devenue sérieuse, le plus il a eu confiance et ça s'est résolu tout seul. Ah non, 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 là-dessus, ça va. C'est 100%, pas de souci. Ça va, j'ai de la chance, on va dire. Je passe. Moi non, hein, ça va. Non, ça va là-dessus non plus, tout va bien. Non, pas du tout. On n'a pas eu l'occasion de pallier puisque au final c'était pas super sérieux, donc c'était donc non. Enfin, j'ai envie de dire non puisque j'ai pas pris part au problème et c'était son problème à lui à l'époque. Je sais pas ce qui s'est passé après. Non. Effectivement, sous certaines drogues, on ne peut plus avoir d'érection. Pour certains, mais pour d'autres, apparemment, ça peut durer très longtemps. J'ai eu une petite période où malheureusement dans la tête ça n'allait pas forcément. Donc il m'est arrivé de boire pas mal. C'était il y a quelques années de ça et c'est vrai que je me suis retrouvé en situation où je n'arrivais absolument pas à avoir d'érection. Donc malgré en fait les différentes partenaires que j'ai pu avoir en face, qu'elles soient jolies ou autres en fait, ou qu'elles essayaient en fait de tout faire pour que ça marche, ça ne fonctionnait pas. Donc ça, je pense que ça vient principalement d'un point de vue psychologique, parce que et malgré en fait les effluves de l'alcool qui jouent énormément, en fait, on a beau le vouloir, ça ne marche pas. J'ai été voir un urologue, exactement, par rapport à ça, qui m'a clairement dit qu'en fait c'était l'alcool et tout ce que j'avais dans la tête. Donc même quand en fait je ne buvais pas, parfois c'est vrai que ça marchait pas non plus. Donc c'est vrai que ça a aidé. Et puis là depuis quelques années tout va bien. Donc. Non, j'ai jamais eu de partenaire, donc comme ça c'est fait.
Et voilà, il faut dire que ce micro-trottoir, on a envoyé notre plus belle chroniqueuse pour le faire, donc c'était compliqué parfois pour les hommes de dire qu'ils avaient des petits problèmes. Bon, ce qui revient toujours, hein, l'âge, l'alcool, c'est dans la tête. La prostate aussi, on en a parlé un petit peu. Donc, docteur Antoine Fex, cette fameuse technique que Jean-Paul a expérimentée et dont il est très content, qu'est-ce que c'est ? Je crois que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que cette technique, comme lui avaient expliqué d'ailleurs les urologues qu'il avait vu auparavant, c'est que c'est une solution qui n'est pas une solution de première intention, vous l'avez compris. C'est-à-dire que tous les troubles de l'érection ne bénéficient pas forcément de la mise en place d'un implant pénien. C'est un cheminement, ce sont des troubles de l'érection qui sont résistants au traitement, où les traitements sont mal supportés, où il y a un contingent organique. Hein, dans l'exemple de Jean-Paul, vous avez notamment le tabagisme. Entre parenthèses, nous sommes rentrés dans le mois sans tabac. Hein, c'est marqué sur les paquets de cigarettes. Et ça fait partie, voilà, ça fait partie des causes à souligner. Et quand vous avez finalement plus aucune solution satisfaisante et que vous avez, comme Jean-Paul, des patients qui sont malheureux, qui sont dépressifs, hein, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, comme disait Romain Gary, il y a quand même une solution. Et c'est une solution qui donne dans 85% des cas, donc c'est quand même un pourcentage tout à fait intéressant, une satisfaction sexuelle. Alors bien évidemment, il faut avoir compris que c'est une intervention chirurgicale, on verra tout à l'heure une vidéo qui va l'expliquer, que bien évidemment il va falloir effectivement détruire le tissu caverneux résiduel, mais d'un autre côté il n'est plus efficace, donc c'est pas un problème, puisque de toute façon vous n'avez plus de retour en arrière, mais de toute façon le retour en arrière il était déjà pas bon. Et qu'ensuite, vous allez pouvoir avoir un fonctionnement très important, ce qu'a dit Jean-Paul. Beaucoup de gens pensent qu'avec un implant pénien, on ne peut pas avoir de plaisir, on ne peut pas avoir de satisfaction, on ne peut pas avoir d'éjaculation, on ne peut pas avoir d'orgasme, on ne peut pas donner de plaisir à sa partenaire. Bien sûr que si, tous ces items-là, on peut les remplir. Alors bien évidemment, il y a 15% soit de non-satisfaction, soit de risque de rejet de l'ordre de 1 à 2%. Mais on s'adresse à des patients qui ont déjà tout essayé et qui ont une grande angoisse par rapport à cette situation. Maintenant, sur l'aspect technique, moi je leur montre une petite vidéo, je ne sais pas si vous allez... oui, elle va démarrer, vous allez pouvoir parler sur la vidéo. Donc allez-y, commencez le sujet. Que je ne vois pas parce que mon écran est figé. Elle est partie, mais bon, elle est partie la vidéo. Elle est partie, allez-y. Voilà, donc sur cette vidéo, ça permet d'expliquer aux gens, je pense que c'est mieux que d'aller sur Internet où vous allez voir des vraies vidéos. La chirurgie, c'est pas fait pour les non-chirurgiens, je pense. Par contre, ça permet d'expliquer. Là, on voit la petite incision entre la verge et le scrotum. On voit qu'effectivement, on ouvre les deux corps caverneux. Il y a deux corps caverneux dont parlait le professeur Yann Nezillet. On va dilater de façon à faire de l'espace pour mettre les implants. Ce sont des implants en silicone qui vont pouvoir se gonfler avec du sérum physiologique, donc absolument non toxique. Bien évidemment, une grande crainte, c'est la longueur, la largeur. On essaye toujours de mettre le plus long et le plus large possible. On fait une mesure pendant l'intervention. Et ensuite, lorsque vous avez mis ces deux cylindres, vous avez des petits raccords, parce que l'implant optimal, le meilleur, c'est l'implant qu'on appelle 3 pièces. C'est-à-dire qu'il y a une petite pompe de commande qui est une sorte d'interrupteur qui va se loger entre les deux testicules, qui est suffisamment discret pour que ça ne se voit pas, ça se sent et ça ne se voit pas, et qui va être la zone de commande. Et ensuite, vous avez le réservoir, parce qu'il faut un réservoir de sérum physiologique qui se met à côté de la vessie, qui bien évidemment est discret, qui ne se voit pas. Et c'est un système de va-et-vient entre le réservoir et l'implant. Et c'est donc le patient qui va commander son implant pour gonfler et pour dégonfler. Il dégonflera bien évidemment quand il aura eu suffisamment de plaisir, qu'il a eu l'orgasme, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Paul. En termes de satisfaction, l'érection, ce n'est que le moyen. Cela va permettre d'avoir du plaisir et de la satisfaction. La seule chose, c'est qu'il faut avoir accepté. Il faut avoir accepté d'utiliser cette petite pompe pour se mettre en érection. Au début, ce n'est pas forcément facile à accepter, mais une fois qu'on l'a accepté dans les jeux sexuels, parce que la libido, elle est toujours présente, hein, on se sert de cet implant que quand on en a envie, et les statistiques montrent très bien que les hommes s'en servent. Alors c'est très variable, mais quand ils en ont envie, en moyenne, c'est 1 à 2 fois par semaine dans la tranche d'âge de la soixantaine. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est quand on en a envie, de façon à redonner le maximum de spontanéité.
Jean-Paul, comment ça marche? Il nous reste plus qu'une minute pour conclure cette émission. Oui. Donc très rapidement, comment ça marche cette petite pompe? On parlait de la spontanéité tout à l'heure. Comment on fait pour déclencher la pompe et que ce soit fluide? C'est très simple. Il suffit de la prendre entre deux doigts et puis de gonfler. Donc on fait venir effectivement le sérum physiologique dans les tubes qui sont implantés dans la verge. Et ça prend moins d'une minute pour être prêt. Pour avoir cette satisfaction, ça prend moins d'une minute. Voilà, eh bien écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci professeur Yann Nozillet d'être passé sur le plateau. Merci Antoine Fex de nous avoir expliqué cette technique. Merci à vous Jean-Paul d'avoir accepté de témoigner. Merci. Et qu'on se le dise, même en cas de dysfonctionnement érectile grave, c'est pas foutu. Il y a des techniques et il y a des techniques qui vont vous permettre d'avoir une vie sexuelle épanouie et du plaisir pour longtemps. À très bientôt dans un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.